Défendre les victimes d'atteintes aux droits humains, lutter contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales mondiaux, défendre tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à savoir les droits civils et politiques, et ainsi de suite. Autant de slogans émanant d'ONG internationales en remontant leur implantation et leurs actions dans une Afrique snobée à la limite, l'assurance a tout fait de se déplacer à la désolation. Que font ces ONG internationales sur le continent africain quand les faits cités sont le quotidien des populations? Quelle est l'objectivité de leurs actions alors qu'elles reçoivent le financement de l'extérieur? L'Afrique a-t-elle réellement besoin de ces organismes sur son sol? Sommes-nous réellement traités égaux en droit face à certaines situations? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Angle de vue. Cette édition va donc se consacrer à la pertinence de la présence des organismes internationaux sur le continent africain. Pour en parler, deux personnes que j'ai donc devant moi dans ce studio. C'est bien sûr Dieudonné Lokossou, acteur de la société civile. Monsieur Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc de répondre à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. En face de vous, c'est Pamphile Aguégué, juriste pluridisciplinaire, auteur et également africain de la diaspora. Merci de répondre à notre invitation. Merci, Kodjovi. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Je sais que vous êtes aussi un activiste des relations internationales et c'est d'ailleurs à ce titre que vous allez donc répondre à nos préoccupations sur cette émission. Mesdames, Messieurs, la virgule et on retrouve le débat. Corruption, abus d'autorité, violation et privation des libertés individuelles, les réalités socio-politiques de l'Afrique constituent un terrain fertile pour Amnesty International, Transparency International, la Fédération internationale des droits de l'homme et beaucoup d'autres ONG. Dieudonné Lokossou, est-ce que vous pensez que cela suffit pour que autant d'organismes internationaux déferlent sur le continent africain pour donner des leçons de démocratie, de bonne gouvernance? Je crois que, malgré quelques reproches que l'on pourrait faire aux institutions, aux organismes que vous venez de citer, dans l'exercice de leurs prérogatives, je crois quand même que leur présence est nécessaire. S'ils n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que quand vous prenez tout notre continent, dans les pays, les ressources, les richesses varient d'un pays à un autre. Mais en matière, par exemple, de respect des droits de l'homme, on a les oreilles dures, on est têtu. Vous pensez qu'ailleurs, c'est mieux fait? Non, mais c'est mieux. On peut faire des comparaisons. C'est vrai, l'Europe a connu la guerre, il y a eu des tueries. Je n'oublie pas les fours crématoires de Hitler, où on a brûlé des juifs. Mais tout ça, c'est des actes qui relèvent du passé. Et je crois que c'est conscient de ces méfaits, de ces dégâts, que ces institutions ont commencé, Amnesty International, Fédération internationale des droits de l'homme, et tout ce que la Cour pénale internationale ont dû naître. Mais elles ne font pas que, ces institutions-là, ne font pas que du mal. C'est l'Afrique même qui fait du mal à ses citoyens. On aura donc le temps de revenir donc sur cet aspect de la chose. Vous, de votre position, Pamphile Aguégué, quand vous observez ces ONG dans leurs agissements sur le continent africain, vous pensez que c'est vraiment les Africains qui sont la cause de leurs problèmes? C'est un peu discutable parce que nous allons dire que vous créez votre propre destin. Si vous voulez être indépendant, vous vous offrez les moyens de l'indépendance. Si vous voulez être riche, vous vous offrez les moyens qui conduisent à la richesse. Ça veut dire que
Je prends l'exemple de l'Inde. À l'indépendance, l'Inde a refusé toute aide. Et jusqu'aujourd'hui, même quand il y a eu le tsunami en 2004, malgré que l'Inde a été affectée, aidait les petits pays tels que le Bangladesh, Ceylan et d'autres pays. Parce que l'Inde s'est dit, compte tenu de son histoire coloniale et compte tenu aussi du comportement des puissances coloniales, s'est dit, je ne veux pas d'intervention, je vais me débrouiller moi-même. Parce qu'en permettant cette intervention, il risque de me ralentir ou de me contrecarrer ou de ne pas me permettre d'appliquer la politique que je veux pour mon développement propre ou la façon dont je veux orienter mon développement. Donc, je dis que c'est discuté parce que, dans le même temps, lorsque nous avons des situations d'urgence, des crises, et que ces organisations sont présentes et interviennent, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'elles. Cependant, si elles sont présentes, c'est-à-dire c'est la politique du bâton et de la carotte. Il faudra que les pays qui les accueillent aient une politique de les contrôler, afin que tout le droit soit respecté. De les contrôler, vous pensez que ces organismes qui sont envoyés sur le continent, financés depuis l'extérieur, peuvent être contrôlés par nos gouvernants? Mais bien sûr. Par quel mécanisme? Bien sûr, par des mécanismes, c'est-à-dire dans tous les pays, il y a un certain contrôle de toutes les organisations. Lorsqu'il arrive qu'une organisation, par exemple, dans certains pays comme, comment je vais dire, les pays qui ont plus, comment je vais dire, comme la Turquie ou la Russie, lorsqu'une organisation arrive à ne pas respecter les tests, ou on soupçonne même de soupçons. C'est des États dictatoriaux, ça? Non, pas nécessairement, parce qu'on ne veut pas seulement regarder la démocratie. L'Ouest, on ne va pas prendre seulement l'Ouest. On les appelle des démocraties entre griffes, parce qu'il y a certains problèmes par rapport à la prépondérance de l'exécutif, mais cependant, il y a quand même démocratie, surtout en ce qui concerne la Turquie depuis Mustafa Kemal. Donc, il y a de temps en temps l'intervention des militaires, mais il y a une démocratie. Ok. Alors, Dieudonné Lokosso, vous avez estimé à un moment donné que ce sont les Africains eux-mêmes qui constituent le véritable problème, puisque ces organismes sont là pour participer à la veille citoyenne d'une manière ou d'une autre. Quelles sont les raisons qui vous poussent à avancer cet argument? Il y a d'abord les raisons politiques. Les pays africains sont dotés de constitutions. Ils ont des lois fondamentales. Et qui sont la plupart du temps inspirées par les colonies. Oui, d'accord. Aucun pays ne vit en autarcie. On ne peut pas inventer la roue. Donc, à partir du moment où on a énoncé des principes forts, le respect des droits humains, la liberté d'expression, la démocratie d'une manière globale, mais il ne faut pas chercher à contourner. Donc, si je fais une extrapolation en prenant les constitutions où les chefs d'État, les peuples ont dit, sur la base des expériences passées, on ne fera que 2 mandats. Il y a des gens qui consoulent. Ça, c'est une violation des droits du peuple. Mais la dernière fois, vous avez suivi, Idriss Déby a accordé une interview à la presse française où il estime que la France est venue réviser la constitution du Tchad à son insu et contre sa volonté. Non. Laissez ça, tout ça, c'est les néocolonies de la France. Et ce n'est pas quand ils ont accepté. Ce n'est pas en plein jeu qu'il faut chercher à modifier les règles du jeu. Donc ça, c'est des arguments fallacieux. Ça ne me convainc pas, moi. Maintenant, lorsque je dis, je responsabilise ceux qui nous dirigent, ça c'est vrai. Quand vous voyez ce qui se passe, moi je ne parle pas seulement du Bénin, parce que c'est la photocopie des autres pays. Ce qui se passe avec la gestion, la corruption, bien que ce soit énoncé qu'il faut combattre ça, mais c'est nos propres pays qui ouvrent la voie à la corruption. Vous avez appris ici qu'il y a une affaire qu'on a appelée affaire Kovac.
c'est une affaire de corruption. Et chaque régime qui passe laisse toujours derrière lui une affaire liée à la corruption, à la violation des droits de l'homme, à la mauvaise gouvernance d'une manière globale. Donc moi, si les structures dont vous parlez n'intervenaient pas, ce serait encore plus grave. Je prends par exemple la Caritas. Quand vous voyez des gens faméliques sur les zones de tempête, là où ils ont créé, on a allumé des guerres, mais ce sont ces gens-là qui viennent alimenter. On met des enfants sur des ballons à peine 1 kilo ou quelques grammes. Vous prenez Oxfam, mais ça intervient. C'est surtout pour protéger les enfants, les droits des enfants. Action contre la faim. Or, si le peu que nous avons était correctement réparti, mais je crois qu'on pourrait se passer de ces gens-là. Mais quand vous prenez l'OUA ou l'Union africaine, à un moment donné, avait dit qu'on ne pourrait plus faire un coup de force pour parvenir au pouvoir. Mais il y en a eu. Au Burkina Faso, il y a eu un général, Félon, qui a organisé un coup de force qui n'a eu que pour sanction des recommandations. On n'a pas agi. Ben, il a été forcé quand même de céder le pouvoir. Non, mais ça, c'est au dernier moment. Ça, c'est la volonté populaire qui a triomphé. Ce n'est pas qu'il s'est spontanément levé pour dire, bon, il y a eu la pression populaire. Et c'est pour cela que les dirigeants qui abusent des peuples, les gens qui exploitent les populations, mais un jour où ils ne vont pas s'attendre à des réactions de celles provenant de Burkina, mais ça peut arriver dans n'importe quel pays. Hein. Donc moi, je pense que la liberté, c'est une notion relative. Il n'y a pas de liberté totale. Même aux États-Unis, aujourd'hui, on continue pas tuer des gens. Il y a des peines de mort. Et il y a des caprices, des gens, des fougueux, des drogués qui se lèvent et tirent dans les foules. Bon, ça, ce n'est pas prévu. Donc, il y a des choses que les autorités doivent éviter, des actes qu'ils doivent éviter de faire, de poser, pensant que le peuple dort, qu'on ne voit pas. Le peuple est là, mais il observe en haut les mains de ceux qui nous gouvernent. Voilà, et à partir de cet instant, les ONG ont effectivement un terrain libre pour intervenir. Et ici, je cite par exemple cette citation qui fonde d'ailleurs la Ligue pour le fondement même de la FIDH. On dit « Toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait violé est assurée de trouver auprès de nous aide et assistance. » Fondateur de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Mais, M. Agege, est-ce que vous pensez que il n'y a pas un grand fossé entre cette déclaration d'intention et les faits sur le terrain? Oui, c'est vrai. Mais il vaut mieux mettre la barre haute et accomplir peu. Parce que si vous n'avez pas d'idéal, vous allez voir la tâche, surtout dans le domaine de l'intervention d'urgence, dans le domaine de défense des droits de l'homme. Il y a des régimes peut-être très difficiles avec lesquels même dialoguer est impossible. Mais si vous n'avez pas mis la barre haute, vous allez peut-être vous décourager, vous n'allez jamais essayer. Donc, je dis, c'est noble d'avoir mis la barre haute, d'apporter l'aide, d'aider toute personne qui serait en difficulté par rapport à sa liberté et qui serait démunie du minimum existentiel. Dans le même temps, je veux dire que cette mission, en réalité, revient à l'État, comme le disait M. Lokossou. Ça revient à l'État, mais ça revient... L'État, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est au fait une conscience nationale que nous devons tout faire pour que dans notre pays ou dans nos pays, les populations puissent avoir un minimum. D'abord en ce qui concerne leurs droits, leur liberté, mais aussi en ce qui concerne le travail, afin que le travail les libère, comme on le dit. Donc, c'est que nous devons avoir foi aussi, mettre, comme vous venez de dire, comme c'est un idéal qu'ils ne peuvent pas atteindre, nous pouvons aussi établir le même idéal et travailler dur pour l'atteindre. Parce que
ceux qui viennent nous aider ou ceux qui viennent d'ailleurs nous aider, ils n'ont pas deux têtes. S'ils sont arrivés là, nous pouvons. Et nous avons vu d'autres pays qui ne sont pas des pays européens qui sont en train de combler le fossé à une vitesse grand Z. Et pourquoi pas nous? Et je vais vous dire aussi à cet exemple, le Béninois, quand on le prend individuellement, dans son élément, on dit que nous sommes dans un panier de crabes. Mais quand il sort à l'extérieur, il arrive la plupart du temps à déployer ses ailes et exprimer ses talents. Et il faut que nous arrivions à trouver... Mais quelle est, selon vous, alors la responsabilité des dirigeants dans tout ce qui arrive aujourd'hui de mal, de négatif sur le continent? Oui, la responsabilité des dirigeants, c'est d'abord le fait qu'au début, aux indépendances, ils n'ont pas réellement pris conscience de la tâche de développement qui les attendait. Et ça fait déjà plus de 50 ans qu'on est indépendant. Oui, bien sûr. On ne peut plus excuser cela. Non, nous n'excusons pas. Je veux dire que les régimes qui se sont succédés depuis ce temps-là, ils ont continué, pas de la même manière. La malgouvernance. Oui, la malgouvernance a continué. De sorte que nous sommes arrivés à un point, même à partir de 90, où nous avions cru que tout avait changé et positivement et que nous avons fait un grand bond. Vous allez voir que ces méthodes-là nous ont rattrapés. Et parfois, on s'est demandé, vous êtes dans la presse, vous savez comment le Bénin est passé d'un grand... à revenir parmi les derniers par rapport à la liberté de la presse. Parmi les derniers, à la fin du dernier régime Yahi, vous le savez. Donc, c'est des habitudes qu'ils ont prises. Peut-être parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leurs responsabilités. Et aujourd'hui, avec des constitutions démocratiques que nous avons, il faudrait que le peuple soit informé. Parce que, j'ai dit dans une autre émission que la politique, au fait, ce n'est rien d'autre que l'habileté de l'homme politique à capter les pensées les plus importantes ou la majorité des pensées des populations pour pouvoir le traduire en projet. Ça veut dire que si les populations ont des exigences sérieuses et claires, les politiciens, les acteurs politiques seront obligés de les suivre et de les appliquer. Alors, vous avez parlé d'aide tout à l'heure, M. Aguigé. Alors, je vais donner le coup. Voilà des partenaires au développement qui comptent, à travers ces ONG, appuyer ces nations. Et lorsqu'elles réalisent, ces ONG réalisent qu'il y a la mauvaise gouvernance, qu'il y a la privation des libertés individuelles et collectives, pourquoi elles continuent toujours par assister ces pays? Est-ce que vous ne pensez pas que là, ils encouragent le fait? Je crois qu'il faut séparer le peuple du gouvernement. C'est délicat, parce qu'il y a des régimes dictatoriaux où les droits humains sont journellement, quotidiennement violés. Et lorsque un pays qui vient en aide supprime l'aide, ce n'est pas le gouvernement qui est pénalisé, c'est la population qui est pénalisée. Maintenant, je crois qu'il y a quand même, ils ne sont pas totalement passifs. Il y a des pressions. Il y a des dirigeants connus pour avoir violé les droits des peuples, des enfants ou des droits des hommes. On fait leur liste parce que vous savez encore que malgré notre malgouvernance, malgré notre misère généralisée, nos autorités ouvrent des comptes à l'extérieur. Donc, on arrive à lister certains parmi eux pour dire qu'ils sont soit interdits de voyage ou ils ne vont plus, on bloque leurs comptes à l'extérieur. Bon, c'est des pressions parce que si on ne peut pas se passer de ces aides-là, encore faudrait-il que cela soit bien géré. Lorsqu'on envoie par exemple 2 milliards pour couvrir la population en eau potable et qu'un individu ou un groupe d'individus distrait ça, mais on ne peut pas, c'est impardonnable. On ne peut pas, on n'encourage même pas les gens à revenir. La justice dans ce dossier a dit quand même, c'est un non-lieu. Non, un non-lieu qui a suscité
un mécontentement généralisé. On ne l'a pas Ça- remarqué. Ah non, moi je l'ai exprimé, je l'ai dit. Il faut la justice. Moi je ne vais pas parler de la justice ici. Parce que la justice est apparemment, vous voyez, ils se battent aussi pour leur indépendance. Ah, donc la justice n'est pas indépendante. Non, la justice se bat. Mais quand, moi, Et c'est je aussi connais le rôle de président. ces ONG. Elles devraient quand même appuyer la justice à s'affranchir quand même du pouvoir exécutif et législatif. Bon, vous voyez, par exemple, quand on prend la Cour pénale internationale, mais c'est pour juger des gens là-bas. Mais moi, ce que je condamne, c'est cette Cour ne rend pas une justice globale. C'est une justice Sélective. sélective. On filtre des gens parce que les Israéliens qui tuent les Palestiniens tout le temps, Mais en est-ce que Turquie, quelqu'un a ce qui saisi se la passe. Cour? Non, mais la Cour s'auto-saisit aussi des cas. Tout à fait. Donc, ce n'est pas le président ivoirien, l'ancien président ivoirien, ou les Kenyans seuls qu'on doit interpeller. Mais Kadhafi est parti, a disparu. Mais quel est le chef d'État africain qui a condamné ça? Au contraire, ça a été peut-être ceux qui se sont sucrés auprès de lui, ça a été un plaisir pour eux. Mais celui qui a commandité cet assassinat, il vit. Il vit et la Cour pénale est là. On a voulu régler un problème de dictature et on a créé un désordre infernal. Et aujourd'hui, les démunis, les gens malnutris, les gens qui ne sont pas bien protégés par leur gouvernement, leurs gouvernants, heureusement que nous n'avons pas toujours enregistré le cas des Béninois, mais il faut quand même être solidaire. C'est eux que vous vous retrouvez dans les océans, à Lampedusa, vous appelez, et ça continue. L'Afrique est riche, mais c'est les hommes politiques qui appauvrissent le continent. Voilà. Et de mèche avec les colons, Voilà. qui ne sont pas partis. Voilà. Ils sont toujours présents. Ces colons qui vous apportent de l'aide, de l'assistance à travers donc ces ONG. Voilà le calibier, par exemple, que M. Kossou est en train d'indexer. Kadhafi a été tué. Il y a des rapports qui ont été faits par ces ONG-là pour dénoncer les violations des droits de l'homme, l'état dictatorial dont faisait montre Kadhafi pour que cette intervention ait lieu. Mais qu'est-ce que vous reprochez finalement? Parce que dans le même temps, vous estimez que ces ONG participent quand même du bien-être de la population. Et dans le même temps, ce sont ces mêmes ONG qui produisent des rapports, qui classifient les hommes, qui classifient leur gouvernance et finalement qui occasionnent le cas par exemple de la Libye. Nous l'avons dit tout à l'heure, qu'on doit les contrôler, qu'on doit les surveiller. Et quand ils commettent des impairs, quand ils sortent de leur devoir, ils doivent être expulsés. Ou elles doivent être expulsées. Parce que s'ils servent de courroie de transmission à la diplomatie de pays néocolonialistes ou impérialistes, là, ce n'est pas bien. Vous pensez que Nkurunziza avait raison d'interdire la présence des Onusiens sur son sol? Pas nécessairement. Parce qu'il estime à un moment donné que ce sont des espions. Lui, il est dans la de fraude. faux Ce rapports. monsieur dont vous citez n'a pas bonne presse. J'ai rencontré des syndicalistes Le Burundi. burundais, mais quand ils vous parlent d'horreur, moi je venais ici, j'ai quitté le Rwanda, et je venais avec un Libyen, un Burundais. Bon, malheureusement, il n'avait pas son visa d'entrée au Bénin, et on l'a conduit de l'aéroport de Nairobi. Mais quand il vous parle de son pays, ça c'est hors micro. Il ne peut pas dire, il sera zigoué. Donc, Nkurunziza n'est pas un exemple. Même le Rwanda n'est pas un exemple. Je sais de quoi je parle puisque j'ai visité ces pays. Donc c'est des populations opprimées? Comment un seul homme, c'est comme c'est Dieu qui descend. Ça ne peut pas se passer au Bénin. Si des gens pensent à ça, mais ils n'ont qu'à se défaire de cela. Le Béninois ne va pas aller jusqu'à sacraliser, prendre quelqu'un comme un bon Dieu. Non, ça ne se passera pas. Alors qu'il y a des zones de misère.
Ce n'est pas tous les Rwandais qui mangent à leur faim. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Dans aucun pays. Même aux États-Unis où ils sont riches, vous allez là-bas. Moi, je suis parti, j'ai donné de l'argent aux gens, aux mendiants, dans les feux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que je dis, et comme l'Inde, les hommes de l'Inde, il y a eu un travail avant l'indépendance qui a été fait par le Mahatma Gandhi, qui a profité à l'Inde. Il est vrai, ils ont mis du temps, mais ça a pris. Et c'est en train de prendre. Je vais revenir pour parler de droit et de droit international par rapport à ces organisations et de la nécessité de leur présence. Nous avons, où le monde, où les démocraties, au début du siècle dernier, avec la Première Guerre mondiale, se sont rendus compte que la façon dont on opérait la diplomatie secrète, la façon dont les États commerçaient, et c'était en quelque sorte la loi de la jungle. Donc il fallait essayer un peu d'harmoniser cela et de faire fonctionner selon le droit. Et c'est là on a créé la SDN. Et déjà avec la SDN, qui n'a pas pu durer à cause de ses faiblesses, on avait interdit la diplomatie secrète. Et nous savions que les faiblesses de la SDN ont permis, parce qu'on a trop puni l'Allemagne, on l'a surpuni, et l'Allemagne a trouvé un vengeur en Hitler qui est allé trop loin, a détruit la SDN, a foutu la guerre et la misère en Europe. Et finalement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a été créée pour prendre le relais de la SDN. À ce moment-là, quand moi j'étais dans les universités, j'ai dit, avec l'ONU, c'est fini, pas de diplomatie secrète, pas ceci, cela. Le problème est que ça a continué. Parce que parfois, les pays utilisent ces organisations qui viennent de leur nation et qui sont installées dans des pays pour opérer. Vous reconnaissez ça? La diplomatie avec les armes. Pour opérer. En dehors de cela, ce n'est pas toujours les intentions qui sont affichées d'aller défendre les droits de l'homme ou d'aider qui sont accomplies. Alors, à partir de cet instant, quelle est alors l'importance de ces ONG aujourd'hui? Oui, dans une situation de détresse, je ne vais pas demander aux ONG de partir si déjà nos gouvernants, si même nous sommes dans la misère et que nous avons une politique nationale qui dit nous allons nous autosuffire comme l'Inde a fait, oui, mais en place d'absence d'une politique, je ne peux pas leur demander ou je ne peux pas conseiller qu'ils s'en aillent. Mais il y a des ONG locales aujourd'hui qui sont très efficaces sur le terrain. Bien sûr, même ça. Il y a des syndicats aussi. Bien sûr, mais n'ont pas les mêmes ressources. Oui, voilà. Est-ce que c'est suffisant? Et plus, même ces ONG locales sont obligées de faire appel à des ressources étrangères. Justement, M. Lokosso, vous avez été quand même secrétaire général de Confédération. Vous manquez donc de ressources pour vos actions? D'abord, vous savez que quand je prends, je vais revenir, hein. Vous voyez le danger qui mine notre pays aujourd'hui. Lorsque quelqu'un crée un parti, c'est lui qui apporte les fonds. Les militants n'apportent rien. Donc ça devient une entreprise. C'est pour cela que les gens s'accrochent. Au niveau des confédérations, il faut avouer, si quelqu'un pose un acte correct, il faut le dire. Ce qui est fait n'est peut-être pas suffisant. Mais compte tenu des difficultés que nous avons à recueillir les cotisations, qui ne rentrent pas spontanément, les cotisations ne rentrent que lorsque nous sommes à l'approche d'un congrès. Parce que les gens veulent occuper des postes, il faut être à jour, on a mis tous ces garde-fous. Maintenant, l'État nous accompagne comme l'État accompagne les journalistes. Mais il faut voir le nombre de confédérations que nous sommes et le nombre d'adhérents, le nombre de membres, qu'ils soient passifs ou pas, il faut les former. C'est un devoir. Donc, les crédits alloués, que ce soit, je plaide, aux journalistes, par rapport à ce qu'on donne. Je crois que le camarade Azoua a eu l'amabilité un jour de demander, mais on en donne beaucoup plus au Bokona, au Vodunsi. Je ne dis pas d'en supprimer, mais quand il s'agit des gens qui font quand même des œuvres
positives qui parfois sont mal vues parce que les gouvernants pensent toujours que les syndicats sont manipulés ou ils sont, quand vous parlez, c'est l'opposition qui vous dit de dire ce que vous allez dire. Donc, je crois que sur le plan financier, on ne s'arrête pas seulement au gouvernement, on a quand même quelques relations extérieures au plan syndical qui financent les formations. Et donc, je crois que ça essaie de combler quelque peu le déficit que nous enregistrons. Alors, à partir de cet instant, lorsque des ONG internationales débarquent dans vos pays avec leur financement venu déjà de l'extérieur, est-ce que vous avez le coup de franche pour leur opposer quand même, votre manière de voir les choses? Ça dépend de celui qui dirige. Si c'est vous Ça qui dépend. donne le coup. Non, moi j'ai mes principes. Ils sont clairs. C'est vrai, celui qui apporte l'argent, il a une puissance. Mais il faut aussi remarquer que la mauvaise gestion peut emmener des gens à vous imposer des règles. Quand vous avez établi une règle, une méthode, et que par des artifices, vous cherchez à les contourner, lorsqu'ils font aussi des contrôles. Ils envoient des gens pour vérifier si ce qu'on a dit de faire, est-ce que c'est fait. Bon, parfois, il y a des syndicats sur le plan international qui vous aident et on finit par le tribunal. C'est un cas au Togo. Et il y a aussi des cas où ils rompent les relations. Donc, l'école syndicale, ça sert à apprendre à mieux gérer. Parce que nous ne pouvons pas exiger des gouvernants une bonne gouvernance. Hein? On ne peut pas exiger de mettre fin à la corruption et nous-mêmes, nous allons être un adepte caché de cette affaire-là. Donc, je voudrais que ce que nous reprochons à ceux qui nous dirigent, ceux qui ont une petite parcelle de responsabilité dans la gestion, ils doivent faire un effort pour se maîtriser et ne pas avoir un penchant facile pour l'argent. Monsieur Aguigué, des ONG qui viennent avec leur propre financement, et vous estimez, déjà 2 fois de suite, vous l'avez dit ici, il faut les contrôler. Vous voulez les contrôler comment? Oh oui. Sans la méthode dictatoriale. Parce que Non, vous avez cité la Turquie bien sûr, et la Russie qui ne font vraiment pas école. Oui, bien sûr. Bon, je vais dire, même aux États-Unis, on est contrôlé. Aux États-Unis, par exemple, vous avez une organisation. D'abord, on ne veut même pas lire vos statuts, on ne veut pas. Mais il y a la loi qui est là, que vous devez connaître et appliquer. Mais les tests, comment je vais dire... Est-ce que vous ne pensez pas que ces ONG qui viennent en Afrique se considèrent un peu comme des supras? Parce que un peu. D'abord, M. Lokossou vient parler de la puissance financière, mais la deuxième chose aussi, parce que sur le plan structurel, il y a un vide qu'ils occupent. Il y a un vide. Et ce vide-là, c'est d'abord législatif, mais aussi en matière, comment je vais dire, de structure étatique et non étatique nationale qui puissent être présentes d'abord par rapport au contrôle. Ce ne sera pas un contrôle de gendarmes, ce sera un contrôle par rapport au respect des lois. Et lorsque nous apprenons, ou bien lorsqu'il y a une situation, on dépêche les instances de contrôle qui vont, ça peut être judiciaire, ça peut être administratif, mais ça peut être aussi sur le plan des organisations de la société civile. Lorsque, par exemple, on apprend que la Croix-Rouge, dans un certain pays, a favorisé un trafic d'armes au profit d'une organisation, une bande armée ou bien ceci, on doit pouvoir enquêter. Et pas enquêter et expulser, mais faire juger les personnes qui seront reconnues coupables par ce genre de faits. On a appris également au Cameroun, par rapport à la fondation Bill Gates, qu'ils ont financé, et il y a eu des expériences qui ont été faites sur des femmes qui sont inhumaines, qui sont illégales. Cela a été fait secrètement, on l'a su plus tard. Évidemment, la fondation s'est justifiée qu'elle n'avait pas, elle a financé seulement l'opération
n'avait pas demandé cela. Donc, il y a ce genre de choses qu'il faut bannir. Et il faut que nous fassions un travail législatif, mais aussi structurel, pour combler ce vide et ne pas permettre que ce soit à la cour du roi Péto pour ces organisations. Voilà, que ce ne soit pas la cour du roi Péto, mais est-ce que, Dieudonné Lokossou, vous pensez véritablement que ces organismes ont une certaine influence sur les régimes? Quand je prends par exemple des pays comme vous avez tout à l'heure dit que Nkurunziza n'a pas bonne presse et n'est pas le seul chef d'État en Afrique qui n'a pas bonne presse. Est-ce que vous pensez que les actions de ces ONG sont aujourd'hui reconnues et qu'il faille vraiment continuer par collaborer avec? Mais vous prenez le Congo, c'est le pays. Brazzaville ou démocratique? Non, les deux d'ailleurs. Mais je prends d'abord le Congo démocratique. On a dit démocratique, mais c'est antidémocratique. Ah bon? Nous avons. Il y a quand même les institutions qui fonctionnent, Ouais, le pouvoir en place. On a dit 2 mandats, une fois renouvelables. Mais le type a des artifices, s'accroche. Et il prend des engagements qu'il ne respecte pas. On a dit décembre, on a fait un bonus d'1 an. Mais il veut encore aller au-delà. Est-ce que celui-là, c'est un démocrate? Mais même le seul fait que Amnesty International dénonce des faits crapuleux, où on a des assassinats crapuleux, où on découvre des corps, où on fait des enlèvements. Mais quelle structure qui peut... On a Dainvo qui est perdu ici, mais on ne l'a jamais retrouvé. Mais en France, lorsqu'un citoyen est pris en otage quelque part, mais le gouvernement, c'est rapide, on se réunit. On met tout stratagème en place pour retrouver ces gens-là. Mais si, je dis, Amnesty International, la Cour pénale internationale et d'autres qui œuvrent dans le domaine de la moralisation, ça j'appelle ça aussi moralisation de la vie publique. Si ça n'existait pas, mais il y aurait beaucoup de choses là. Moi je viens de finir un livre, on a mis Mobutu, que j'ai acheté, ça fait plus de 400 pages. J'ai ramené ça, je viens de finir. Quand vous lisez ça, mais vous allez voir que les chefs d'État africains, ils font des... C'est horrible. On ne peut pas élire quelqu'un, ou bien quelqu'un qui s'impose et devient un carnassier, devient un caïman pour les Africains. Donc, la gouvernance, ça pose des problèmes, et les organismes qui défendent ça, vous voyez que un gouvernement envoie 2 milliards ici pour faire quelque chose, et ça a été distrait. Et la personne est là. Et ça aussi, on a dit non-lieu. Oui. Alors, je veux dire que par rapport à cela, j'ai fait un travail qui n'a pas encore été publié sur l'Afrique en général, parce que mon groupe de recherche, Initiative Démocratie et Développement, est en train de travailler de fond en comble pour faire évoluer les idées. Mais je veux dire, Nelson Mandela n'est-il pas africain? Mais comment se fait-il que, tout à fait, au lieu de se référer au bon exemple, on se réfère... Mais parce que lui, il a vieilli, il n'a plus rien à gagner au sommet, c'est pourquoi il est parti facilement. Oh, vous voulez dire cela? Et Wade? qui revient. Wade, Abdoulaye Wade. Vous pensez qu'il a trop vieilli déjà? Il est encore actif. 93 ans. Durant les campagnes. Oui, bien sûr, mais je veux dire même, je ne veux même pas dire son retour, mais sa tentative de se maintenir au pouvoir, c'est ça simplement que je voulais dire. Vous pensez que ce n'est pas un modèle? Non. Pour moi, c'est une honte parce que Wade représentait quelque chose. Quand moi j'étais à l'école, il était un opposant à Abdou Diouf. Il a fait pendant un certain temps et on lui reconnaissait certaines valeurs. Parvenu au pouvoir, l'homme est devenu... Mais s'il estime à un moment donné que tout ce qu'il a mis comme projet n'est pas encore... Nul n'est indispensable. Je l'ai dit, ce que j'ai écrit, si je ne l'ai pas fait, quelqu'un d'autre le fera. Et l'homme intelligent, je parlais la dernière fois, pas de la même manière, mais je parlais la dernière fois, je dis,
On m'a dit, bon, vous n'avez pas été là. Je dis, je suis un chercheur. Je vais constater. Je vais faire un état des lieux. Je vais chercher même des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je vais m'amener et je vais monter quelque chose dont le résultat, vous n'allez même pas reconnaître. Vous allez tellement vous émerveiller. Parce que les gens, ils se disent, cet argument-là est un argument fallacieux. Parce qu'ils prennent le peuple pour un imbécile, mais le peuple n'est pas imbécile. On va bientôt sortir donc de cette émission. Ces organismes sont parfois utilisés comme pour régler des comptes à des gouvernements hostiles à l'Occident. Vous le savez aussi. Vous pouvez donner un exemple? Eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Je sais qu'ils servent de courroie de transmission parfois. Parce que, vous savez, lorsqu'ils ont besoin de fonds aussi, vous avez, M. Lokosso a parlé de puissance financière. Ouais, vous avez 1 minute. Oui. Donc, ces gouvernements, d'abord, ils ont des fonds publics, ces organisations internationales, privées, on va dire les ONG, ils ont des fonds publics aussi de leur pays. Et comme c'est en devise, et comme les pays ont aussi de moyens, ils subissent l'influence de leur pays déjà. Donc, ils auront tendance, si le pays leur demande, à appliquer la politique impérialiste du pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer. Cadrer. Voilà. Pour pouvoir aller. Alors, M. Lokosso, en 1 minute pour conclure, vous pensez qu'il est pertinent aujourd'hui de maintenir ces ONG en Afrique? Oui, mais il faut être vigilant. Parce que je pense toujours à la mort de Sankara. C'est l'un des meilleurs chefs d'État que nous ayons eu. Mais il est parti, comme Kadhafi. Mais il n'y a rien eu. Mais 30 ans après, l'histoire rattrape. Donc c'est pour cela que, tout en souhaitant que ces ONG-là soient là quand même pour titiller, parce que lorsque vous êtes amnistie publique quelque chose sur vous, vous avez un peu peur. On fait attention. Donc, l'intention n'est pas toujours de faire du mal, mais il faut éviter des collusions mafieuses avec les pouvoirs en place. Voilà, mesdames, messieurs, la leçon est toute tirée. Évitez donc les collisions mafieuses avec les pouvoirs en place pour faire véritablement son travail de défense des droits de l'homme et en même temps participer à la bonne gouvernance des États. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour l'émission Angle de Vue. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je souhaiterais que vous me balanciez